on ne peut pas présupposer que la production d'un travailleur né dans les années 70 et qui n'aura connu que quelques canicules dans sa vie et donc quelques étés où son corps n'aura pas pu récupérer de la même façon, seront les mêmes capacités productives que quelqu'un qui est né en 2020 et qui connaîtra des étés de canicule toute sa vie. Nous n'aurons pas les mêmes capacités productives. Donc bonjour Céline Marty, vous êtes philosophe, vous êtes doctorante en philosophie du travail, vous êtes en particulier, vous avez travaillé sur l'œuvre d'André Gortz, et vous avez écrit Travailler moins pour vivre mieux, donc un guide pour une philosophie antiproductiviste aux éditions du Node. Donc ce livre traite en fait de la question du travail, et la première chose que j'aimerais vous demander, pour tous ces gens qui considèrent que le travail va de soi, qu'il est évident que le monde doit travailler, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi c'est malgré tout important de questionner la question du travail? Alors on pourrait dire que pourquoi c'est important de questionner ça, c'est parce que les formes que prennent aujourd'hui les différents types de travail, d'emploi, etc., n'ont pas toujours existé. Et donc, il y a toute une variabilité, une contingence de la façon dont on organise socialement le travail. On organise socialement le travail, c'est-à-dire aussi bien la production, ce qu'on choisit de produire, comment on le produit, dans quelles conditions, qui effectue certaines tâches. Et quand on reprend l'histoire des sociétés et notamment du capitalisme, on voit bien qu'il n'y a aucun caractère naturel à la façon dont on travaille aujourd'hui, au type d'emploi qui existe. Et ça, on s'en rend bien compte quand on voit les emplois qui naissent avec les métiers digitaux, par exemple, qui n'existaient pas il y a un siècle, etc. Ou encore des métiers qui existaient il y a un siècle et qui ont disparu. Donc il y a une grande variabilité, une grande contingence culturelle, sociale, économique de la façon dont on organise collectivement le travail. Le problème, c'est que on n'a pas l'impression que ce sont des choix qui sont en notre pouvoir finalement. On a l'impression que c'est un marché de l'emploi arbitraire qui dicte quelles sont ses offres à l'instant T, selon ses propres besoins, et non plus les besoins de la population, et non plus d'après aussi des critères qui pourraient être des critères sociaux, écologiques, etc. En fait, dans un capitalisme, le marché de l'emploi, il est dicté par les impératifs du capitalisme, à savoir de production de valeur économique, de rentabilité et de profit. Et c'est pour cela qu'on a sur le marché de l'emploi un paquet de fonctions de production, on pourrait dire la publicité, le marketing, les démarcheurs téléphoniques, qui ne visent qu'à nous faire consommer plus, qu'à nous faire finalement produire plus, et non pas à satisfaire des besoins sociaux. Donc c'est important de discuter l'organisation actuelle du travail parce qu'elle n'a rien de naturel, qu'elle repose sur des choix d'après des normes, des valeurs, et qu'actuellement ces choix sont faits par certains qui ont le pouvoir économique, le pouvoir financier. Et donc c'est important de parler, de reprendre finalement la main sur ces discussions-là et sur ces activités-là aussi. Dans le début de votre livre, vous dites à un moment donné, le travail est une activité existentielle. Alors, Et vous reprenez Gortz en disant ça, je me semble. Qu'est-ce alors, que ça veut dire, quoi? c'est, je distingue trois types de conception du travail, et le fait de considérer son emploi comme une activité qui nous définit existentiellement, qui fait notre identité, etc. Ça, c'est un de ces mythes qu'on attribue à l'emploi, notamment dans les sociétés capitalistes, et c'est un de ces mythes que je déconstruis. Mais il y a d'autres façons de considérer le travail et notamment l'emploi, soit de le considérer uniquement sous ce prisme de l'emploi, soit de le considérer aussi par une forme plus anthropologique, comme une activité instrumentale qui satisfait nos besoins. Mais l'important, c'est de voir que quand on parle du travail, il y a différents niveaux de discours. Et donc, on ne parle pas toujours de la même chose. La plupart du temps, le ministère du Travail ne traite que de l'emploi, et non pas du travail domestique, et non pas du travail de la biodiversité, comme certains écologistes essayent de le mettre en avant, etc. Et donc,
il faut à minima distinguer les discours et distinguer ce qu'on projette aussi sur les différents types d'activités qui rythment notre journée finalement. D'accord, d'accord. Alors justement, du coup, alors, essayons de comprendre de quoi on parle. Dans le livre, en fait, vous exposez plusieurs définitions du travail au long du livre, qui sont parfois implicites. Et puis vous finissez par donner un cadre, en fait, qui colle, pardon, avec l'idée d'une société frugale. Au final, quelle est la définition du travail que vous avez retenue? Alors, je pense qu'on peut distinguer deux types de définitions du travail qui sont opératoires. Mmh. Sur le plan anthropologique, c'est l'activité que l'humain réalise collectivement pour satisfaire des besoins sociaux. Mmh. Donc ça veut dire que toutes les activités que vous réalisez à une échelle privée, pour des besoins qui sont privés, et donc le moment où, vous faites des pancakes, pour le plaisir, le matin, ou bien, vous vous mettez à faire, des tâches, ludiques ou des choses comme ça, heu, ces activités privées ne sont pas du travail. L'activité de travail, c'est l'activité de production qui vise à satisfaire des besoins sociaux Mmh. avec des ressources collectives et à une échelle collective aussi. Hem, En revanche, cela implique donc que le travail est toujours finalement une relation entre, un agent qui fait l'activité et un autrui qui bénéficie de cette activité et voire qui explicitement la commandite dans certains cas. Et ça, c'est le cas pour la relation de l'emploi, mais c'est aussi le cas dans le travail domestique, quand il y a, finalement commande de certaines tâches pour faire fonctionner le foyer au quotidien. Mmh. Et donc, je pense que mettre en avant les deux, ça montre que le travail, c'est une activité instrumentale. Donc, ça vise à satisfaire des besoins qui peuvent être finis. Donc, c'est pas une tâche infinie, c'est une tâche qui a un but. Et quand le Mmh. but est atteint, on peut arrêter cette tâche. Et ensuite, comme c'est une tâche qui est toujours en relation avec autrui, c'est une tâche qui peut être soumise à des rapports de force. Et c'est donc une tâche qu'il faut aussi analyser pour ses conséquences sur le sujet et sur la société de ces rapports de force. Et ça, finalement, c'est ce que manque un peu une part de l'analyse quand on dit que le travail, c'est ce qui nous épanouit existentiellement, etc. Bah, Mmh. on oublie un petit peu que le travail est toujours soumis finalement à la volonté d'autrui. Et que ce faisant, il n'est pas nécessairement entièrement libre, etc. Mmh. Mmh. Puisque c'est toujours, on se soumet à l'activité que la société a besoin qu'on réalise ou bien qu'un tiers a besoin qu'on réalise. Moi, de ce que j'ai compris dans ce que j'ai lu du livre, votre définition en fait du travail s'inscrit comme une nécessité dans un contexte écologique, dans un contexte qui est très lié à la crise du capitalisme. J'aimerais vous demander, de votre point de vue, comment vous décririez déjà ces crises, la crise écologique et la crise capitaliste, comment vous les avez compris quand vous avez écrit le livre, et en quoi est-ce qu'elles sont reliées à la question du travail? Alors, sur ce sujet-là, donc bien, ma thèse porte, sur, la philosophie du travail et l'écologie politique d'André Gorz. Donc c'est bien sûr, toutes ces analyses aussi des crises du capitalisme, qui m'inspirent, beaucoup. Donc pour Gorz, la crise écologique du capitalisme, c'est une crise des conditions matérielles de reproduction du capital, Mmh. à savoir le fait que, le taux de profit ne peut plus se maintenir, puisque les conditions matérielles, de reproduction du capital, que ce soit les matières premières, sont finies, alors que le capitalisme présuppose et désire une production infinie. Donc il y a la contradiction première finalement du capitalisme, c'est la contradiction matérielle. Les matériaux auxquels il fait appel, que ce soit des matières premières, que ce soit des matériaux de production, ou que ce soit des ressources énergétiques qui entrent dans le circuit de production. C'est aussi sa capacité à traiter sa production matérielle, à savoir ses déchets, à savoir ce qui est engendré par cette production. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être qu'un aspect sur lequel Gors n'avait pas assez insisté et qui est plus lié à la crise climatique, parce qu'il y a différentes étapes dans la prise de conscience écologique et finalement le réchauffement climatique, c'était moins pris en compte, moins évident dans les années 70-80 dans lesquelles Gors élabore son écologie politique. C'est les conséquences de la crise climatique sur nos propres corps, en fait, nos Mmh. corps humains. À savoir, ça c'est par exemple le directeur de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, qui dit que la crise climatique, c'est d'abord une crise sanitaire. Ça veut dire une crise pour nos corps qui ne vont plus être capables de
agir de la même façon, de se reposer de la même façon. Et on peut tout à fait considérer, donc il y a des économistes de la santé, par exemple, Éloi Laurent, qui travaillent là-dessus Mhm. et qui disent que on ne peut pas présupposer que la production d'un travailleur né dans les années 70 et qui n'aura connu que quelques canicules dans sa vie et donc quelques étés où son corps n'aura pas pu récupérer de la même façon, seront les mêmes capacités productives que quelqu'un qui est né en 2020 et qui connaîtra des étés de canicule toute sa vie. Nous n'aurons pas les mêmes capacités productives. On ne peut pas présupposer que nos corps seront capables de produire autant, aussi bien en termes de durée que d'intensité de l'effort. Et donc, c'est Mhm. encore plus aberrant de croire qu'on va pouvoir travailler plus. On voit vraiment en fait les limites corporelles en fait de cette injonction à travailler plus qu'on retrouve en termes d'envisager l'augmentation de la durée du travail, que ce soit à l'échelle hebdomadaire ou à l'échelle de la vie, avec le report de l'âge de départ à la retraite. En fait, nos corps ne vont pas tenir. Nos corps aujourd'hui ne sont plus dans les mêmes conditions qu'un corps né en 1900, qu'un corps né en Mhm. 1950, etc. Il y a aussi bien les conditions climatiques que les conséquences aussi de l'alimentation industrielle, du mode de vie industriel, etc., qui perturbent nos corps. Et ça, on voit déjà les effets des perturbateurs endocriniens sur la fertilité, sur le développement des organes, du cerveau, etc. Donc la crise écologique, c'est aussi une crise de nos corps et donc, en fait, de notre support de travail, hein, si on le lit comme ça. Donc on ne peut pas présupposer que le travail ne va pas changer. Et ça, je pense que c'est vraiment un angle mort de la réflexion économique et de la réflexion sur le travail. Quand vous lisez par exemple rapport du corps, donc le comité là, sur les retraites, pas un moment il n'envisage la question du climat. Et donc, Mhm. en fait, on fait des présuppositions, on fait des projections de façon abstraite, en présupposant que tout va continuer comme avant finalement. Alors que nos corps vont profondément subir les crises climatiques. Et alors, il y a aussi une question idéologique. Dans le monde productiviste hein, dans lequel on est, auquel vous vous opposez, le travail est couvert d'idéologie. Hein, par exemple, le travail est une chance, payer les gens, ne rien faire, c'est dangereux, etc. En quoi est-ce que votre définition du travail permet de sortir de cette vision productiviste? Je pense que se rappeler que le travail, c'est une activité instrumentale qui sert à satisfaire des besoins, et donc, une fois que les besoins sont satisfaits, on peut passer à autre chose, on peut Mhm. arrêter de travailler, on peut limiter les efforts, on peut limiter leur volume, leur intensité, leur contenu, etc. C'est une façon de lutter contre le productivisme qui présuppose l'illimitation de la production. Le Mhm. productivisme valorise la production en soi. Rappeler que la production, ce n'est qu'un moyen de satisfaire nos besoins, ce n'est qu'un moyen de la survie, c'est en fait remettre la production à sa place. Et c'est dire que ce n'est plus une fin en soi, ce n'est pas une valeur en soi, mais ce n'est qu'un moyen pour survivre. Et en plus, c'est aussi rappeler que quand cette production finalement tue, non seulement elle ne vise pas sa fin, mais en plus elle est contre-productive. Mhm. Et donc c'est finalement, euh, pour paraphraser Marx, mais c'est remettre par rapport, il le disait par rapport à Hegel, mais c'est remettre la dialectique encore sur ses pieds en se rappelant que la production n'est qu'un moyen de survie. Et D'accord. là, le problème, c'est que c'est la production qui met en danger nos conditions de survie. Durant l'Antiquité, sous la royauté et même à l'époque moderne, je cite, l'ennemi est toujours l'anomique, c'est-à-dire celui en gros qui n'a pas de loi ou qui ne suit pas la loi. Donc l'ennemi est toujours l'anomique, le paresseux, le marginal, suspecté de troubler l'ordre public et de profiter des autres. Est-ce qu'on en est encore là aujourd'hui dans cette vision-là? En fait, ce dont on a peur, c'est des marginaux qui sont potentiellement contestataires d'un ordre établi aussi. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ceux qui sont en dehors de l'emploi, donc en dehors aussi bien parce qu'ils ne recherchent plus d'emploi que parce qu'ils en recherchent un, sont stigmatisés comme étant une population qu'on présuppose parasitaire, profiteuse d'un système, etc. Donc, finalement, ce discours d'exclusion, de marginalisation, il sert donc il existe toujours aujourd'hui et il sert aussi à justifier l'ordre social et à faire accepter cette situation en disant bon bah vous devez participer à l'ordre social par l'emploi et si vous en êtes en dehors, finalement vous êtes coupable aux yeux de la société et vous n'êtes pas intégré à l'ordre social, donc ce serait légitime que vous n'ayez pas le droit à la sécurité sociale, à certaines formes de sécurité sociale, d'assistance, etc. Donc ce discours, il est très fort aujourd'hui
Et c'est la conséquence du néolibéralisme qui s'est mis en place progressivement dans les esprits, alors aux États-Unis, puis en Europe à partir des années 70, etc., où on a stigmatisé toutes les formes d'aide, d'assistance mutuelle qui avaient été mises en place avec l'État-providence à partir de la fin du 19e siècle. Mais ces formes d'assistance, elles avaient été mises en place parce que le capitalisme industriel avait à la fois détruit les solidarités antérieures et en plus parce qu'il créait de nouveaux dangers, de nouveaux problèmes qui nécessitaient donc, par exemple des accidents de travail qui mettaient les travailleurs dans une situation d'invalidité ou des choses comme ça, ou qui appelaient à des systèmes de retraite aussi pour les travailleurs finalement épuisés aussi par ces conditions de travail. Et donc, c'est face à ces problèmes que ces formes d'assistance mutuelle avaient été mises en place, et aujourd'hui, elles sont contestées au nom d'un individualisme et d'une responsabilité individuelle que chacun devrait prendre en charge. Au 19e siècle, l'âge de vie moyen était de 30 ans à peu près, et que du coup, ça veut dire que probablement les accidents étaient beaucoup plus nombreux, que la difficulté au travail était beaucoup plus forte. Bon, j'ai vu dans votre livre, et puis dans d'autres choses sur l'histoire du travail, qu'effectivement, souvent l'État contraint à une forme de travail et il essaye d'imposer sa vision du travail. Aujourd'hui, malgré tout, il y a une amélioration, malgré tout, sur le travail globalement, même si ça a tendance à se dégrader ces Ah oui, dernières années. les conditions de travail à Manchester, où l'espérance de vie est de 35 ans, c'est finalement c'est un moment de crise. Ça ne veut pas dire qu'avant, les gens mouraient à 35 ans depuis des siècles. C'est une crise face à une existence qui est invivable pour les premiers travailleurs qui n'y sont pas habitués. Et c'est d'ailleurs une crise à laquelle répondent différentes formes de résistance ouvrière, de résistance de sabotage, etc. Les premiers paysans ruinés qui se retrouvent ouvriers, en fait, ils se barrent. Ils ne peuvent pas survivre dans ces conditions-là. Ils ne veulent pas survivre et donc ils résistent. Et donc, c'est toute une discipline industrielle qui va se mettre en place pour apprendre la discipline horaire aussi dès le plus jeune âge aux enfants, où on va avoir. Donc, c'est ce qu'on appelle la formation de la classe ouvrière et qui se joue en fait dès le plus jeune âge. À 4 ans, vous avez des révérends religieux qui disent il ne faut pas que les enfants apprennent à jouer dans les rues, il faut qu'ils apprennent à être disciplinés à l'intérieur, à respecter des ordres, etc., dès le plus jeune âge. Donc ça c'est un modèle, finalement, enfin, un modelage des corps qui se joue très très tôt. Si l'espérance de vie a augmenté, etc. Bon, par ailleurs, il faut rappeler que les formes d'assistance mutuelle, de solidarité, etc., elles n'ont pas été mises en place par l'État du haut, comme ça, qui aurait bien voulu le faire. En fait, ça vient de la base. C'est d'abord des formes soit de solidarité ouvrière qui se nouent dans certaines professions, soit des formes de paternalisme qui viennent des des directions d'entreprise qui y voient une sorte de garantie aussi pour leur main-d'œuvre, etc., et qui les mettent en place. Donc finalement, c'est généralisé au niveau de l'État qu'assez tardivement avec la sécurité sociale après la Seconde Guerre mondiale et encore pas à toutes les professions. Donc c'est intéressant de voir que cette logique de secours mutuel, elle a d'abord été mise en place par les populations elles-mêmes, comme elles étaient d'abord gérées au niveau local, communal, etc., dans un système antérieur au capitalisme industriel. Dans votre livre, à plusieurs reprises, vous critiquez le travail à la tâche, donc celui des livreurs à vélo, l'emploi des femmes de ménage, enfin du service à la personne de manière générale. Vous avez des mots très durs à un moment donné, en tout cas moi, je les ai trouvés très durs vis-à-vis du système. Vous dites la société accepte que des adultes passent leur vie à livrer des pizzas ou à effectuer du travail domestique pour les autres. Je ne suis pas la suite parce que c'est assez long comme citation. Que représente ce type d'emploi pour vous? En quoi sont-ils contraires à l'urgence écologique? Oui, c'est des emplois de serviteurs. Et alors ça, c'est très intéressant l'histoire de la domesticité. C'est aussi, alors Gors a des mots très durs dès les années 80 vis-à-vis de ces emplois qui sont en train de se développer. Et moi, quand j'ai découvert Gors, Métamorphose du travail, donc un livre de 1988, quand je l'ai découvert en 2017, j'avais l'impression qu'il décrivait la société dans laquelle on était, de Deliveroo, de femmes de ménage à domicile pour des cadres très occupés qui n'ont pas le temps de prendre soin de leurs 35 mètres carrés, quoi, et de faire leur vaisselle. Et donc, je me disais, mais j'avais vu l'actualité de Gors par cette critique des emplois à domicile. Donc, je pense qu'il y a plusieurs choses. La critique de Gors, c'est de dire,
ces emplois sont improductifs parce le but du travail, c'est d'économiser du temps de chacun à l'échelle de toute la société. C'est de produire, par exemple, c'est le fait que le boulanger, il produit du pain pour tout un quartier, et donc ça va éviter à chacun individuellement de produire sa pâte, de la malaxer et de faire chauffer son four juste pour se faire son propre pain. C'est finalement une économie de temps et de ressources qui se fait à l'échelle d'un collectif. À l'inverse, les personnels à domicile, les services à domicile, comme le livreur de pizza ou comme la femme de ménage, n'économisent du temps qu'à la personne qui les embauche. Elles ne font pas gagner du temps à toute la société, à tout un collectif, mais finalement, elles ne servent que la personne qui a le pouvoir d'achat de les employer. Ça veut dire que quelqu'un se dit, mon temps économiquement vaut plus que le temps de cette personne que j'achète, et donc j'accepte de la payer pour faire certaines tâches que je n'ai pas envie de faire. Parce que derrière j'ai pas le temps, blablabla, c'est bon, c'est les conditions aussi de travail qui permettent ces dispositions-là, mais c'est aussi des modèles sociaux inégalitaires. Parce que quand vous voyez par exemple en Suède, où les inégalités de revenus sont moindres qu'en France et moindres encore plus qu'aux États-Unis, les gens n'ont pas le pouvoir d'achat de se payer en fait ces services-là. Puisque, en fait, si vous deviez payer votre femme de ménage 50 € de l'heure, bah, peut-être que ça ne vous semblerait pas si avantageux. Là, c'est aussi qu'on a tout un système fiscal, un système de politique publique qui incite à ces emplois-là, parce qu'elle y a vu, dans un contexte d'émergence d'un chômage structurel à partir des années 70-80, la droite et la gauche aussi y a vu un gisier d'emploi. Et donc, on s'est dit, bah, tant mieux, ça crée de l'emploi. Et donc, ça a permis aussi tout un discours de tant mieux, ça crée de l'emploi. Et donc, on ne réfléchit pas au contenu des emplois, aux façons les plus pertinentes de satisfaire nos besoins, et on ne réfléchit pas à si c'est finalement pertinent qu'il y ait des aides, enfin des économies fiscales en fait, pour les foyers les plus aisés qui ont les moyens de se payer ces services-là. Parce que encore une fois, tout le monde n'a pas les moyens d'avoir une femme de ménage, et la plupart des gens internalisent ces tâches parce que c'est plus économique aussi de les faire soi-même. Et Gors, vous voyez aussi une condition d'une forme d'autonomie existentielle en disant, mais quand vous prenez en charge ces tâches vous-même, vous savez mieux quels sont vos besoins, vous savez, vous allez faire des choix, vous allez vous dire, bon bah voilà mes normes d'exigence, etc., aussi bien en termes sanitaires qu'en termes culinaires, etc. En fait, vous êtes plus dans une autogestion des besoins, alors que quand vous l'externalisez à quelqu'un, finalement, vous allez potentiellement en plus lui imposer des normes standardisées un peu bidons, type, je sais pas, faire les vitres tous les mois ou toutes les semaines. Alors en fait, si c'était à vous de faire ces efforts-là, vous ne vous imposeriez pas les mêmes normes. Donc le fait de reprendre en charge ces tâches, c'est aussi reprendre du pouvoir sur nos besoins et sur la façon de les satisfaire. Et si on est coupé de ça, on se soumet à une production standardisée, aussi bien à l'échelle domestique qu'à une échelle collective. Finalement, on dissocie aussi l'espace domestique et l'espace de consommation des marchandises en se disant bah, c'est normal de consommer du standard. Alors que quand finalement vous gérez vous-même votre production alimentaire, votre ménage, etc., bah, vous pouvez vous questionner sur les outils que vous utilisez, sur les finalités que vous voulez faire. Vous ne mangez pas forcément standardisé, vous ne mangez pas forcément de la viande à tous les repas, etc. En fait, vous reprenez du pouvoir sur vos besoins. Est-ce qu'il y a aussi une vision, bon, vous avez parlé de notion égalitaire, il y a une vision aussi un peu humaniste, j'imagine, derrière cette critique de ce type d'emploi? Oui, parce que c'est les pires conditions de travail, parce que derrière ça, on accepte, finalement, c'est des contrats de travail à temps partiel, payés à l'heure ou payés à la tâche, mais où on se dit que c'est OK de, finalement, quand on paye 10 €, 20 € de l'heure quelqu'un, on se dit que c'est OK de lui prendre autant de temps et d'énergie pour aussi peu d'argent. Et ça, c'est aussi la valeur économique qu'on attribue au temps d'autrui. Et qu'on a voulu sans cesse réduire en cherchant toujours le coût du travail le moins cher possible, etc. Ça, c'est une grande conquête de la droite qui a réussi aussi à nous l'intérioriser dans nos esprits. Alors qu'en fait, finalement, beaucoup de ces gens sont en position de survie. Alors encore plus dans le cas de Deliveroo, il y a des cas vraiment d'esclavage moderne. C'est des sans-papiers qui sont locataires d'un compte, d'un titulaire, il y a des réseaux en plus d'abus de pouvoir incroyables.
Et finalement, quand on utilise ces services, on cautionne aussi ce système-là. Mais je ne rappelle pas du tout uniquement à la responsabilité individuelle des gens qui se commandent leur burger, mais à tout le système de politique publique et d'avantages fiscaux qui sont mis derrière ces systèmes-là. Alors qu'en fait, même en termes d'avantages fiscaux, les gens utiliseraient ces services même s'il n'y avait pas ces avantages fiscaux, pour certains. Et si certains les utilisent pour des avantages fiscaux, alors c'est juste une perte finalement d'impôts pour l'État, quoi. Les gens qui sont réellement dans le besoin pour ces tâches-là, qui ont vraiment besoin que ces tâches soient satisfaites par un tiers, parce qu'elles ne sont pas en position de le faire. Je pense notamment aux personnes âgées qui font appel parfois à un jardinier pour couper leur haie ou couper leur arbre, ou bien pour des tâches de ménage au quotidien, etc. Bah, elles sont plus en position de le faire. Et d'ailleurs, ces personnes âgées, parfois, ça passe par des dispositifs publics d'aide de la mairie, des choses comme ça, et non pas par des sociétés privées qui ont besoin, finalement, qui font un marché énorme et des profits aussi. C'est un marché, le marché de la domesticité, c'est très lucratif. Vous citez Nietzsche vers le milieu de votre livre, un petit peu vers la fin peut-être. Vous dites le travail, enfin c'est Nietzsche qui dit en fait le travail est la meilleure des polices, et puis vous développez cette pensée. Pourquoi est-ce que vous soutenez comme lui cette vision-là? Alors, Nietzsche, quand il dit que le travail est la meilleure des polices, il a une vision un peu, c'est une analyse, une intuition théorique de la façon dont, par la société, par le travail, la société bride les aspirations individuelles, les énergies individuelles, les facultés un peu originales des uns et des autres, etc. Donc c'est plus une intuition théorique. Ce que j'essaye de faire dans ce chapitre qui s'appelle Le travail est la meilleure des polices, c'est de montrer que ça se vérifie aussi historiquement, qu'on a eu des processus sociaux de domination, des formes de domination qui ont été utilisées par les gouvernements pour contraindre les populations à travailler dans certaines conditions. On a forcé les gens à travailler d'une certaine façon dans différents contextes. Donc ça, et c'est pas que le capitalisme. Ces formes de travail contraint existent avant le capitalisme. Et donc, je m'appuie notamment sur un historien qui s'appelle Alessandro Stanziani, qui a écrit Métamorphose du travail contraint, en lien aussi avec Métamorphose du travail de Gors, pour montrer que la façon dont on organise socialement le travail est aussi utilisée pour contraindre les populations à faire des choses qu'elles n'ont pas envie de faire. Et finalement, toute l'histoire ensuite du travail ouvrier, c'est la façon dont le capitalisme industriel tente de contraindre les populations à produire des marchandises qu'elles n'ont pas envie de produire, parce qu'elles trouvent que c'est de la merde, etc., parce que c'est pas nécessaire. Et finalement, c'est une forme de contrainte. Et donc, avoir une critique du travail comme contrainte, et non pas comme activité libre, d'épanouissement, etc., blablabla, ça permet de voir finalement les rapports de force qui se jouent dans cette expérience de travail. Ça permet de mettre en lumière les moments, les formes de résistance des populations et parfois qui ont mis en échec le capitalisme. C'est notamment le cas dans certaines colonies, notamment en Indonésie où finalement les colons britanniques essayent de faire exploiter des mines et où les gens en fait ne viennent plus, quoi. Ils acceptent, donc ils ont essayé différents types de contraintes, etc., et ça ne marche pas, et donc les colons abandonnent le projet de mine en se disant bon bah tant pis, on n'y arrive pas, quoi. Et donc parfois cette résistance elle marche. Donc ça c'est les pratiques de résistance, de sabotage, etc., qui ont eu lieu. Mais si on a une vision du capitalisme comme une libération du travail vis-à-vis des carcans traditionnels, comme une libération du travail où chacun peut trouver chaussures à son pied ou je ne sais quoi, on nie complètement les rapports de force, quoi. Et on nie les enjeux, toutes les formes de contraintes qui ont été utilisées depuis très longtemps. Le travail, c'est aussi un contexte qui permet d'éduquer la population à des formes de contraintes de l'État aussi, de la société, de manière globale. Vous-même, dans le livre, vous citez, le travail est incompatible avec l'exercice de la citoyenneté. Vous questionnez, faut-il supprimer le chef d'entreprise pour devenir enfin un peuple capable de démocratie? Donc ça veut dire que le travail tel qu'il est aujourd'hui serait incompatible avec la démocratie, voire nuisible à la démocratie? Oui, alors il y a plein de choses dans ce que vous dites. Alors, d'une part, sur le côté éducation, je dirais qu'avant le travail, l'école nous domestique au monde du travail.
nous inculquent les mêmes valeurs, les valeurs d'assiduité, d'obéissance aux ordres, etc. Et d'une certaine façon, donc moi je le vois aussi en tant qu'enseignant, hein, et c'est très compliqué de savoir comment se positionner vis-à-vis de ça aussi en tant qu'enseignant quand on en a conscience. Et d'une certaine façon, j'ai un peu envie de voir ce que sont devenus mes élèves les plus rebelles. J'ai un peu envie de voir comment ils sont devenus dans le monde du travail, etc. Parce qu'en fait, on voit déjà des parcours comme ça. C'est aussi pour ça, par exemple, que les femmes font plus de burn-out, parce que plus socialisées au modèle de bonne élève obéissante, etc. Et donc se retrouvent dans des situations en fait, où on abuse de cette figure-là qu'on leur a inculquée. Alors ensuite, sur l'aspect de la démocratie, etc., le salariat est défini par la subordination d'un salarié à l'employeur. C'est-à-dire que c'est l'employeur qui fixe les conditions du travail, le contenu du travail, les finalités du travail, les besoins à satisfaire, les priorités, etc. Le salariat se définit donc par finalement la mise, c'est pas l'incapacité en soi, c'est on empêche au salarié d'être en capacité de réfléchir à ce qu'il fait. Donc, on pourrait dire que par là, le salariat, en tant qu'activité subordonnée à un tiers, empêche ce pouvoir-là et à terme annihile les possibilités de réflexion sur ce qu'on fait, etc. C'est par exemple la critique qu'adresse Daniel Linhart vis-à-vis du salariat dans l'insoutenable subordination des salariés que je commente aussi. Euh, Par-delà ça, on peut se demander si toute relation de travail n'est pas toujours subordonnée aussi à un tiers qui commande l'activité, parce que je pense que vous n'êtes pas beaucoup plus libre quand vous êtes indépendant ou freelance. Dès lors que vous avez besoin du travail comme activité économique pour satisfaire vos besoins, dans un système capitaliste, etc., vous avez besoin d'atteindre en fait, un certain volume de production, et donc vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, en fait. Toute la question, c'est comment on arrive à faire en sorte que cette hétéronomie du travail comme production sociale, cette hétéronomie, c'est-à-dire le fait que c'est déterminé par d'autres normes que celles qu'on veut individuellement, etc., au jour le jour, cette hétéronomie, alors ça c'est un trait majeur de la pensée de Gortz que j'explique longuement dans ma thèse. Cette hétéronomie, c'est pas juste l'hétéronomie capitaliste, c'est le fait que dans une société, pour satisfaire des besoins, vous allez avoir besoin finalement vous devez soumettre votre activité à des normes collectives que vous n'allez pas pouvoir chaque jour remettre en question parce que vous n'allez pas pouvoir rejouer le jeu démocratique de se dire est-ce que c'est vraiment pertinent d'enseigner ainsi, de produire tel et tel aliment, etc. Puisque s'il faut bien que la production se fasse, il faut qu'elle se conforme à des normes et à des standards qu'on a choisis collectivement, même si on était un peuple de dieux démocrates, comme le disait Rousseau. Donc, une fois que les décisions sont prises, elles doivent être appliquées. Et en plus, parfois, vous prenez des décisions en fonction du contexte de la situation dans laquelle vous êtes. Et donc, par exemple, les choix agricoles ne sont pas les mêmes dans le sud de la France et dans le nord de la France. Et ça, c'est de l'hétéronomie. Vous n'avez pas choisi d'être dans le sud et de pouvoir faire des pois chiches. Mais le fait est que vous êtes dans le sud, vous avez une terre sèche, vous pouvez produire des pois chiches. Et donc, il y a cette hétéronomie de la production. Comment on fait pour faire en sorte que cette hétéronomie, elle soit le plus autodéterminée possible, codéterminée, collectivement, etc., à l'échelle des besoins de la population, des conditions de travail choisies par les travailleurs, plutôt que imposées aussi bien par le marché capitaliste que par les normes technocratiques de l'État qui nous dit c'est 43 annuités pour avoir une pension de retraite à taux plein, c'est 64 ans, etc. Comment en fait on essaye de réduire au maximum l'hétéronomie dans nos conditions de travail. Ça, je pense que c'est un gros problème. De toute façon, tant qu'on reste finalement soumis à des normes qui sont édictées par des tiers, que ce soit l'État pour la protection sociale ou que ce soit le marché capitaliste qui se traduit ensuite par des employeurs, mais aussi par des normes industrielles de production, des choses comme ça, là, finalement, c'est tout le pouvoir sur notre travail qui nous échappe. Et en même temps, je ne trouve pas qu'un modèle finalement d'indépendants, d'artisans, etc., ça suffise non plus. Donc on est un peu coincé sur une satisfaction collective des besoins avec des ressources collectives. Hein. Parce que quand vous êtes un agriculteur et que vous choisissez faire une production de maïs qui pompe toute l'eau de la rivière à côté, c'est pas juste votre choix individuel et votre lubie. Finalement, votre choix, il a un impact sur tout le système. Donc ça, c'est ce niveau d'articulation entre l'hétéronomie et les choix qui est compliqué. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que aujourd'hui, on n'a pas ce pouvoir-là parce que on est pris dans
le pouvoir des marchés, que le pouvoir économique, et le pouvoir sur la production, il est au pouvoir financier et au pouvoir économique, et finalement, il échappe complètement aux travailleurs. Et puis après, une fois de temps en temps, on va leur demander de voter pour un truc, quoi. Même si, si on sort de la question du travail, si on parle de la question de la démocratie de manière générale, donc en gros de décider de qu'est-ce qu'on veut faire de la société tous ensemble, en quoi le travail, puisque c'est des choses que vous dites dans votre livre, mais en quoi le travail est nuisible pour même cette démarche démocratique à l'extérieur du travail. Vous parlez notamment du fait qu'il y a des habitudes qui se créent au travail. C'est aussi bien l'habitude d'obéissance, l'habitude finalement à être complètement dépossédé de ses conditions de travail et donc de ses conditions de vie aussi. C'est un certain rapport à la violence qu'on vit dans les conditions de travail, une violence qu'on vit soit en tant que dominé, soit en tant que dominant. Et ça, dominant, c'est pas uniquement les grands chefs, etc., hein, ça peut être le petit chef qui a un peu de pouvoir et qui abuse de son pouvoir. Et donc ça peut rejaillir sur la sphère sociale, familiale, etc. C'est des traits psychologiques finalement qui se nouent au travail et qui peuvent avoir des conséquences par-delà. Vous critiquez le travail en particulier quand il conditionne les protections sociales, qui vous amène vers la fin de votre livre, à la fin de votre livre, à mettre en avant, pour s'émanciper du productivisme, le revenu universel, ainsi que la garantie de l'emploi. Donc comment vous arrivez finalement à ces deux propositions? Alors, c'est des propositions qui ont émergé dans le débat public depuis très longtemps pour le revenu universel, de façon plus récente pour la garantie d'emploi dans une perspective écologique avec le Green New Deal, etc. Et donc, c'était, disons, ces matériaux et ces débats-là que je voulais commenter. Et donc, je pense que le problème de la garantie d'emploi qui permet de créer un emploi à une échelle locale selon les capacités des travailleurs et les besoins à l'échelle locale, un peu dans le modèle de territoire zéro chômeur. C'est très intéressant et c'est très bien pour les emplois créés, mais bon, ça conteste pas la norme de l'emploi, l'idéologie du travail que ça draine aussi, mais surtout, ça touche pas à la production capitaliste qui reste à côté. C'est super bien de faire une restauration collective autogérée, mais si à côté, vous avez McDo qui perdure, finalement, bon, c'est une amélioration marginale finalement. Ce qui est plus intéressant avec le revenu universel, c'est que ça permet complètement de décorréler l'emploi et la protection sociale en disant n'importe qui a des besoins à satisfaire et donc n'importe qui doit pouvoir satisfaire ses besoins indépendamment de ses efforts productifs, indépendamment de la façon dont le marché va reconnaître sa capacité productive, etc. Et donc, ça, je pense que le revenu universel est beaucoup plus radical sur nos présupposés que ça questionne, notre idéologie du travail, du mérite, etc. Et en plus, que finalement, ça évite un contrôle technocratique, parce que la garantie d'emploi déterminée à l'échelle locale, ça ne vous protège pas des abus de pouvoir, ça ne vous protège pas de l'arbitraire d'un maire qui fait les trucs à sa sauce, etc. Alors qu'un revenu universel, c'est inconditionnel, et donc vous n'avez pas besoin d'un contrôle technocratique. Et ça, je pense que c'est le grand problème de toutes nos aides sociales aujourd'hui, gérées par la CAF, etc. C'est un contrôle technocratique énorme. Finalement, les allocataires du RSA sont les plus imposés. On dit qu'ils sont imposés à 100% parce que s'ils reçoivent un chèque de 50 euros, chèque cadeau ou je ne sais quoi, ou même un chèque de leurs amis, ça leur est déduit de leur RSA, quoi. Et personne n'est taxé à 100% comme ça en France, personne d'autre que les allocataires du RSA. Donc, on a mis en place un système d'aide sociale qui est extrêmement technocratique dans une logique de contrôle social, de stigmatisation des populations, etc. Ce qui coûte très cher de faire ces contrôles. Ça crée aussi beaucoup de malheur, de mal-être du côté de ces travailleurs. C'est improductif, etc. Et en plus, c'est complètement technocratique. Il y a plusieurs visions du revenu universel, parce que du coup, c'est un peu ça que vous mettez en avant aussi, et notamment la vision de Bernard Friot, qui, lui, veut baser le revenu universel sur, on va dire, un salaire, en fait, un salaire garanti, hein, on va dire. Est-ce que vous pourriez brièvement expliquer un petit peu ces visions Oui, et dire avec lesquelles
laquelle vous paraît la plus intéressante aussi, bien sûr. Oui, alors le modèle de Bernard Friot, il est très intéressant parce qu'il est très complet. Le modèle de salaire à vie, c'est une reconnaissance d'une qualification universelle pour tout le monde, d'ensuite de certains niveaux de qualification pour certains métiers. Bon, déterminé par qui? Oui, abstraitement les travailleurs, etc. Mais bon, et finalement, et ça intègre de façon très intéressante la réflexion sur la réappropriation par les travailleurs des moyens de production, la sécurité sociale alimentaire, donc aussi bien voilà, les moyens de production pour les enjeux alimentaires, agricoles, les enjeux industriels, etc. Je pense que ce qui distingue Bernard Friot d'une certaine vision écologiste du revenu universel, c'est que Bernard Friot, dans un héritage aussi communiste, a plus une valorisation. En fait, n'a pas une critique des institutions technocratiques qu'ont certains écologistes libertaires. Mmh. Je pense qu'on peut, on peut dire qu'il y a une vision écologiste du revenu universel qui est anarchiste, libertaire, très méfiant de l'État et des institutions, même les institutions prises par le pouvoir communiste, etc. Mmh, mmh. Alors que finalement, même en disant, il y a cette confiance dans les institutions, il n'y a pas nécessairement voilà, cette critique libertaire, patriarcale aussi des institutions en l'État. Il y a aussi une vision du revenu universel de droite, contrairement Oui. à ce qu'on peut imaginer. Il y a des gens de droite, beaucoup, qui... Et donc c'est à ça que Bernard Friot s'oppose aussi. Et c'est vrai que le salaire à vie pensé comme qualification dans la continuité de la fonction publique, c'est très intéressant aussi, puisqu'en effet, chez les fonctionnaires, par principe, il n'y a pas nécessairement un service réalisé dont on contrôle l'effectivité, etc. Et donc c'est très intéressant. Finalement, la proposition de Bernard Friot, elle est très intéressante pour se distinguer du revenu universel version de droite, Mmh. en parlant de réappropriation des moyens de production, des choix donc de production, d'une garantie, d'une répartition des richesses indépendamment d'un travail réalisé. Mais bon, il y a des présuppositions aussi en termes de travail effectif. Mais finalement, les distinctions entre revenu universel écologiste de gauche et salaire à vie traduisent plus des différences de tradition de pensée et finalement des réflexes un peu de méfiance vis-à-vis de certaines choses, etc. Et des traditions un peu différentes. Bernard Friot, il ne vient pas du mouvement des croissants, du mouvement Ouais, libertaire, ouais. etc. Parfois, on peut avoir l'impression d'une exaltation de la production aussi comme Mmh, fin en soi, mmh, alors que mmh. du côté du revenu universel, écologiste, libertaire, décroissant, on a plutôt l'impression que c'est un outil aussi d'autolimitation. Donc, je dirais que voilà, c'est des traditions de pensée distinctes, mais que finalement, c'est intéressant de voir aussi ces différences de position, mais que c'est pas forcément pertinent de s'écharper là-dessus, enfin bon, de Ouais, dire ouais. ce que c'est la gauche alors que la droite est Il y a déjà de toute façon un chemin à faire avant d'arriver à commencer à discuter des voilà. modalités. Alors, en tout cas, dans votre livre, on comprend que la question du travail est intimement liée à la question de la sobriété choisie, hein. Je mets volontairement le mot choisi parce qu'on ne parle pas de pauvreté, mais de sobriété choisie. Qu'on devrait réaliser conjointement. Concrètement, comment ça se manifeste pour vous? Je pense qu'on ne peut pas avoir de sobriété dans la consommation et dans la production si on n'a pas d'autogestion des besoins. Si on n'est pas en situation, en capacité de se dire bah, de quoi j'ai besoin au quotidien. Et donc ça présuppose que vous externalisez pas votre ménage et votre cuisine à quelqu'un ou bien à une production industrielle, quoi. Parce qu'en fait, si vous deviez faire, je sais pas, vos soupes vous-même, vous mettriez moins de sucre que ne le font les soupes industrielles, Ouais. etc. Donc, on a besoin de ça. Voilà, le premier pas, c'est l'autogestion des besoins pour se dire de quoi j'ai besoin au quotidien pour assurer mes besoins en termes alimentaires, en termes de survie, d'habitat, en termes de développement psychologique, je sais pas, culturel, intellectuel, etc. Quels sont mes besoins de base et ensuite comment je peux les satisfaire de la façon la plus sobre possible. Et finalement, il y a déjà tous les mouvements de décroissance aussi et de déconsommation, etc., reposent sur cette autogestion des besoins. Tous les mouvements un peu de... quand vous faites friganisme, quand vous faites que de la consommation de seconde main, quand vous récupérez des déchets, alimentaires, etc., des invendus de la grande distribution,
vous réfléchissez déjà à vos besoins de façon différente. En fait, vous dites, bah, j'ai des ressources à proximité, qu'est-ce que je veux faire à partir de ces ressources? Vous n'êtes plus du tout dans l'opulence capitaliste de que vais-je manger? Je vais au supermarché, j'achète un truc tout prêt. Finalement, vous êtes tout de suite dans une logique un peu de débrouille et d'inventivité aussi par rapport aux ressources à disposition. Donc je pense que la clé, c'est de reprendre du pouvoir sur des besoins et les façons de les satisfaire. Parce que aussi bien en termes de consommation de marchandises, etc., que d'usage des ressources et des matières premières qu'on peut trouver autour de nous hors du marché. Et ça, en fait, retrouver des façons de satisfaire nos besoins en dehors du marché, c'est aussi des formes très intéressantes. Et ça marche aussi bien pour la consommation alimentaire que pour les services. Passer par l'entraide des voisins, des amis, familiales pour la garde d'enfants plutôt que par une plateforme et par un système, une entreprise à domicile, etc. C'est aussi une façon de démarchandiser certaines choses. Passer du temps à cuisiner entre amis plutôt que de se commander des pizzas, c'est une façon de démarchandiser notre repas social entre amis, etc. Donc, comment on démarchandise, comment on trouve des alternatives aussi voilà, non marchandes à certains besoins. Donc, les restaurations collectives, autogérées, associatives, c'est des façons de créer du lien social aussi et de satisfaire des besoins en dehors de l'offre capitaliste, classique, etc. Et donc oui, là, le champ des possibles, il est énorme, parce que quand vous vous rendez compte, quand vous réduisez votre dépendance à des ressources économiques pour vivre, quand vous, en fait, vous avez peu besoin de revenus, quoi, bah, vous avez aussi une grande liberté dans vos choix de travail. Vous pouvez vous dire, bon, bah, choisis un travail que je vais effectuer à mi-temps, ou bien je peux choisir un métier lucratif, etc. À l'inverse, tout le système, par exemple, des grandes écoles, notamment de commerce, enfin des écoles de commerce ou des écoles d'ingénieurs très chères, privées, etc., qui amènent une grande partie des étudiants quand même à s'endetter, à faire un crédit étudiant pour leurs années d'études, leur vie, etc. Bah, en fait, ça leur impose un métier lucratif, puisque ensuite, vous avez besoin de rembourser votre crédit étudiant et d'assurer le coût de la vie à côté. Donc, vous avez besoin d'un certain niveau de salaire. À l'inverse, si vous êtes détaché de ces contraintes économiques pour plusieurs raisons, parce que, enfin, pour plusieurs raisons, soit pour vos études ou autres, finalement, vous avez plus de choix en termes de besoins de travail, en fait, de besoins de travail marchandisé, économique, etc. Et donc, ça vous offre d'autres choix de vie aussi. Mais c'est sûr que les deux sont liés, en fait. Vos choix de consommation vont influer vos choix ou non de production et vice-versa. C'est aussi parce que vous avez certaines conditions de travail plus souples en termes d'horaire, etc., que vous allez pouvoir reprendre une autogestion des besoins. En fait, pourquoi ce mode de consommation standardisé, industriel, il fonctionne? C'est parce que les gens sont épuisés par leurs conditions de travail et n'ont finalement pas d'autre solution que de réchauffer des nuggets surgelés. Donc c'est aussi finalement les deux maillons de la chaîne sont complètement dépendants. La consommation de masse, c'est ce qu'on offre à des travailleurs de masse épuisés, qu'on a complètement dépossédés de l'autogestion de leurs besoins. Ça, c'est ce que montre par exemple Geneviève Pruvot dans son livre Quotidien politique. On leur a ôté les façons de satisfaire de façon autonome leurs besoins, que ce soit les jardins ouvriers, que ce soit voilà, la possibilité d'avoir une consommation alimentaire, une consommation de services qui passe soit en dehors du marché, pour leur dire, bon, bah, maintenant, le progrès, la norme, etc., c'est la production industrielle, c'est la consommation d'une production industrialisée, que ce soit au niveau alimentaire, industriel ou au niveau des services. Donc, vous n'allez plus fabriquer votre meuble vous-même, vous allez acheter une marchandise. Et ça, finalement, c'est les deux versants de la domination, quoi, production-consommation. Brièvement, cette société de l'autogestion des besoins, elle est aussi collective et ça passe beaucoup par les coopératives. Vous en parlez un petit peu dans votre livre. Oui, toutes les expériences finalement d'autogestion des besoins, de la production, de la consommation sont intéressantes. Alors les coopératives, c'est dans une finalité de production. Il y a des coopératives de consommation aussi. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça se mêle aussi à l'échelle locale, quand ça peut être, quand finalement
En fait, ce que je veux dire, c'est que le statut de la coopérative n'est ni une fin en soi, ni une condition en soi non plus. Vous pouvez avoir une association qui fait à la fois restauration sociale et solidaire, qui accueille des cours du soir pour des réfugiés, et puis qui vend des produits locaux du coin. Enfin bon, en fait, le statut, le statut ne suffit pas et ne détermine pas entièrement. Mais en effet, toutes les formes d'autogestion locale des besoins sont autant d'expériences intéressantes à prendre, parce qu'en fait, vous remettez les consommateurs, les producteurs, les habitants, les usagers dans une situation de pouvoir, en fait, et de se dire quelles sont les priorités, qu'est-ce qu'on a envie de faire, avec quelles ressources on va le faire, est-ce qu'on accepte de vendre du Nutella ou est-ce que on veut vendre les produits du coin. Enfin, en fait, vous remettez de la décision, du pouvoir à tous les niveaux de l'existence et de la satisfaction des besoins. Et donc, potentiellement, vous remettez aussi de la démocratie parce qu'il y a de la remise en question, de la délibération, etc. Alors, ça n'empêche pas des formes autoritaires aussi, des abus de pouvoir et des rapports de force dans ces formes-là aussi. Et c'est d'autant plus difficile, en plus de se défaire de ces rapports de pouvoir. Enfin, on est tous de toute façon imprégnés par une idéologie capitaliste qui est celle du monde dans lequel on vit, quoi. Mais en tout cas, c'est des situations où vous avez plus de pouvoir que si vous êtes dans un grand groupe du CAC 40. Alors, je vais m'avancer un petit peu. Si je m'avance trop, vous me le direz, évidemment. Moi, j'ai cru comprendre, en finissant votre livre, que finalement, votre société idéale, c'est une société donc, du temps libéré dans laquelle, là je cite Friot, que vous citez vous-même, la technologie contemporaine suffit à produire les besoins sociaux, donc les besoins de tout le monde. Est-ce que votre société idéale, finalement c'est ça? Est-ce que c'est une société où les machines vont travailler pour les hommes non, c'est compliqué. Je pense pas qu'il y ait de solution. Il n'y a pas de technosolutionnisme et toute l'écologie politique s'est construite sur une technocritique. Ça, il faut arrêter le mythe de l'écologie, c'est les robots qui font les choses à notre place. C'est faux parce que l'écologie a montré finalement la dépendance vis-à-vis des infrastructures industrielles, a montré le coût écologique de ces infrastructures-là. Et donc, chez Gors, pendant 10 ans, dans les années 70, il critique le nucléaire, il fait une technocritique des énergies, des outils de production, etc., en se disant mais c'est aberrant de faire des grandes usines de 20 000 travailleurs qui produisent des pneus pour qu'ensuite les pneus soient envoyés à Pétaouchnok pour être assemblés pour une voiture. Enfin, toute cette production industrielle, finalement, n'est pas la production la mieux organisée. Donc, il ne s'agit pas du tout de reprendre à l'identique les techniques de production capitaliste. Ça, c'est vraiment très présent chez Gors, chez Illich, et finalement, même plus que chez Marcus, par exemple, chez Ellul, chez Charbonneau, etc. Donc, c'est faux de croire que les écologistes ont cru qu'on allait être libérés du travail par les machines. Par contre, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de certaines, finalement, inventions de gains de productivité parce que, par exemple, aujourd'hui, quand on compose un numéro sur notre téléphone, on remplace le travail des standardistes qu'on appelait, il y a encore 40 ans, quand on disait « Bonjour, Montmartre, 14h30 », quoi. Finalement, il y a des choses qui ont été automatisées de fait. Le mail, ça remplace aussi une partie du courrier postal, etc. Et donc, il y a eu des automatisations, il y a eu des gains de productivité. Quels usages on en fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui est le plus efficace en termes de production, de qualité de la production, de volume aussi qui permet de satisfaire les besoins? Et qu'est-ce qui est le plus finalement économe aussi en ressources? Et Gors, il élabore une rationalité qu'il appelle écologiste qui produit le plus avec le moins. Mais le plus, c'est pas le plus en termes de quantité capitaliste, c'est le plus en termes de mieux. C'est le plus en termes de valeur d'usage, en termes de qualité aussi de la production. Le plus durable, c'est de dire c'est plus durable de faire une paire de chaussures qui va durer 5 ans plutôt que de faire 5 paires de chaussures qui vont durer 1 an à chaque fois. Et donc, comment on fait pour transformer tout notre appareil de production à ces normes-là? Après, ce qui est évident, c'est que les économies, les gains de productivité qui ont été faits dans la production capitaliste, notamment par exemple sur la production agricole, vont probablement devoir être défaits aussi.
parce que finalement, cette production agricole industrielle, elle repose sur des intrants, elle repose sur énormément, enfin, sur les énergies fossiles, etc., et qu'on va probablement devoir réorganiser autrement. Mais en même temps, ces gains de productivité, ils ont servi ensuite à ce qu'on fasse des voitures en masse, et ensuite à ce que on crée de la publicité en masse et des démarcheurs téléphoniques. Donc, en fait, on serait quand même capable de réajuster ça, de sorte à remettre plus de travail humain dans les secteurs essentiels, l'agriculture, l'industrie des besoins de base, type la rénovation plutôt que la construction de et à l'inverse, se débarrasser d'une partie des services qui sont bullshit. Parce que là, je pense qu'on a tous conscience qu'il y a il y a une partie de notre production qui est complètement bullshit. Moi, quand je vais dans une rue commerçante, et même pas, alors on parle même pas d'un centre commercial, hein, mais ça me fiche le bourdon de voir 10 marques, enfin 10 marques de vêtements qui sont là pour vendre les mêmes trucs, quoi. Et tout ce qui différencie, c'est la gamme, le logo ou je ne sais quoi. À la fin, on veut des chaussettes. Enfin, et je trouve ça fou que sous couvert de libre concurrence, innovation du marché, liberté de création, d'entreprendre, etc., et puis de ça fait des emplois, on trouve ça OK qu'il y ait autant de produits qui différencient, etc., pour finalement la même fonction. Et donc, à chaque fois, des soldes, etc., pour essayer d'écouler une production dont plus personne ne veut. Donc ça, je pense que voilà, c'est finalement, c'est pas les robots travaillent à notre place, c'est plutôt on réfléchit sur les outils les plus efficaces pour produire en économisant aussi du travail humain, parce qu'on va avoir besoin d'économiser du travail humain, notamment en raison de la crise climatique. On ne pourra pas se dire qu'on va devoir travailler beaucoup plus pour sauver la planète. Genre, les gens sont épuisés, ils n'auront pas envie de travailler beaucoup plus, et leurs corps ne suivront pas. On va juste avoir plus de burn-out, plus d'accidents au travail et plus de morts climatiques. Donc, comment on économise du travail, comment on économise de la production et de la consommation, et comment on le fait à tous les niveaux de notre existence. Et en même temps, je pense que tout le mouvement décroissant, depuis plusieurs décennies, mais depuis plus longtemps aussi, Serge Latouche, dans son livre Les précurseurs de la décroissance, il fait remonter ça à l'Antiquité grecque, à l'autolimitation, la frugalité, etc. Il y a une réflexion sur qu'est-ce qu'on a besoin. Et finalement, comment on réaffirme, comment on arrive à reposer cette question face à l'opulence bullshit du capitalisme. Alors, il y a une optimisation du coup. Mais dans une société écologiste, malgré tout, il y a toujours de la recherche, il y a toujours des chercheurs, des scientifiques, etc. Et donc, il y a toujours une avancée à la fois technologique et sociale aussi, en réalité. Il y a aussi la recherche sociale. Est-ce que la recherche, c'est nécessairement une avancée quand vous voyez que, là, par exemple, je sais qu'à l'école des Ponts, donc des Ponts, qui est une école d'origine fonction publique, ingénieur, ponts et chaussées, bref, ingénieurs de travaux publics, ils construisent des ponts, des autoroutes, ils ont construit des autoroutes, et aujourd'hui, ils ont des cours sur la terre crue plutôt que le béton. Est-ce que c'est un progrès et une avancée? En fait, parfois, c'est aussi la reconnaissance et la transmission de savoirs vernaculaires qu'on a perdus à cause de l'industrialisation. En fait, toutes nos institutions mises au service du capitalisme, notamment de recherche, de sciences, d'écoles, de transmission, elles ont servi aussi à délégitimer les savoirs vernaculaires. Donc ça, c'est toute la critique que font Illich et Gors vis-à-vis de l'école, de la recherche, de la science, de l'université, etc. Pour dire, vous ne savez pas prendre en charge vos besoins vous-même, vous ne pouvez pas construire votre maison vous-même à partir de la terre crue comme le faisaient vos ancêtres, etc. Et donc, vous allez acheter du béton, quoi. Et finalement, il y a toute l'écologie low-tech, elle s'intéresse aussi à la réhabilitation de ces savoirs vernaculaires et de ces techniques vernaculaires. Donc je pense que la science et la recherche, c'est pas nécessairement une avancée vers un progrès dialectique qui augmenterait toujours, etc. Mais c'est aussi une réflexion technocritique sur quels sont les besoins et quels sont les outils les plus pertinents pour les satisfaire avec de façon la plus économe possible. Aussi sur Pour finir, votre société idéale qui intègre la question du travail, votre société idéale, c'est dans 200 ans, je sais pas, c'est quoi? Elle ressemble à quoi? Est-ce que vous avez lu le livre d'Adrien Klent, Bonjour Paresse? C'est assez intéressant comme projection dans l'imaginaire.
Bon, lui, il raconte plutôt le moment de campagne où un candidat décroissant a réussi à gagner l'élection présidentielle, etc. Mais il met bien en place un imaginaire d'autres OCB. Mais bon, par-delà ça, c'est compliqué. En fait, moi, quand vous me dites dans 200 ans, j'ai surtout, moi, je pense surtout à la crise climatique. À la crise climatique, ouais. Et donc, j'ai du mal à croire que tout ce qu'on voit autour de nous, qui est si récent à l'échelle de l'humanité, nos réseaux d'infrastructures routières, ça c'est probablement l'un des trucs qui me faut le plus aujourd'hui aussi, nos réseaux d'infrastructures routières, notre bétonisation des sols, nos centres commerciaux avec des lumières pas possibles et la clim, etc. J'ai du mal à croire que ce qui est hyper récent à l'échelle de l'humanité et de nos pays, parce qu'on n'avait pas ça il y a 50 ans en France, quoi. J'ai du mal à croire que ça perdure. Après, par quoi ça va être remplacé? Est-ce que ça va être une triste dystopie catastrophique ou est-ce que on va réussir à gérer ça de façon démocratique et pacifique, etc. Ça, dans le fond, j'en sais rien. J'ai du mal à croire que ces infrastructures, elles vont perdurer en l'état parce qu'elles reposent trop sur des suppositions, les énergies fossiles, etc., les limitations de la croissance des matériaux, l'extraction, etc., qui me semblent difficilement tenables en l'état, d'autant plus quand on rajoute les facteurs climatiques. Après, en termes d'idéal, etc., franchement, lisez Thomas More, Utopie, 1516. Alors, lui, il y a quand même 6 heures de travail par jour. C'est ça, j'allais dire. Il faut bosser 6 heures de travail par jour, on y est quasiment, voilà, en fait. En même temps, 1516, il a quand même pas la même aussi de ce qu'on a été capable de faire, mais avec des temps sociaux très forts, des temps de jeu, des temps culturels, des temps de repos, des temps de restauration collective ensemble, etc. Des temps d'ancrage aussi dans les territoires, etc. Des temps, c'est une vie sur ce plan-là. Bon, je pense qu'il y a, il y a des possibles qui sont comme ça esquissés dans la littérature, dans l'imaginaire. C'est intéressant qu'il ait pensé à ça. Il y a 5 siècles. Finalement, en fait, quand on prend l'éthique grecque au style de l'autolimitation, de la frugalité, du suffisant, on a plus l'impression que c'est ça le trait anthropologique plutôt que le délire capitaliste qui existe depuis quelques décennies, en fait. Et donc, bon, on a plus l'impression que... mais bon, après, comment ça pourrait se réaliser ou non, bon, une société où on travaille beaucoup moins, où on a limité nos besoins, limité notre production, limité notre consommation, et où on a enfin du temps finalement pour buller, sans culpabiliser et sans faire culpabiliser les autres de buller aussi. Une société où le travail et la production et la consommation sont ramenés à leur fonction instrumentale et non plus des fins en soi à alimenter sans cesse. Et donc, la vie ne se réduit pas à cette production-consommation, où il y a une vie proprement humaine par-delà ce secteur économique finalement. Bien, merci beaucoup du coup, Céline d'avoir répondu à notre interview. Je rappelle donc à nos auditeurs que c'est toujours bien de nous soutenir en cliquant pour s'abonner ou pour mettre un petit pouce pour la vidéo. Et je voulais préciser aussi que vous êtes vous aussi sur YouTube avec la chaîne Méta. Et donc si les gens veulent vous suivre, il ne faut pas hésiter. C'est une très bonne chaîne sur la philosophie de manière générale et sur les questions sociales. Voilà. Merci beaucoup.